Bonjour, je m'appelle Margot, je suis avec Geoffrey, on est 2 designers et on a créé Labo MG. Bonjour. Labo MG, c'est, notre espace de travail. On a appelé ça, laboratoire parce que c'est un espace d'expérimentation et initialement, donc là c'est Labo MG pour Margot Geoffrey, normalement c'était lab.omg et OMG c'est le oh my god, l'emoji qui fait comme ça, parce que, on n'arrêtait pas de se partager, des éléments qu'on trouvait assez fous, de découverte, d'apprentissage sur la nature, l'environnement, les trucs qu'on découvre pour préparer nos cours. Et on se rendait compte qu'on partageait beaucoup cet emoji qui fait et on se rendait compte que, ben, ce qui nous plaisait, finalement dans les éléments, à partager et ce qu'on aimerait bien designer, ce sont, des éléments de savoir, et partager des choses autour de la nature et de l'environnement qui vont déclencher, je sais pas, cette émotion chez les gens. Alors pourquoi on a créé Labo MG? Comme le disait Margot, c'est justement pour pouvoir transmettre cette émotion qu'on a de découverte, de surprise, de soif de savoir des choses sur la biologie, l'environnement, la nature, la biodiversité, et cetera. Et toutes ces émotions-là qui nous émeuvent, qui nous animent, en fait, on s'est dit on allait justement essayer de faire en sorte que la mission de Labo MG soit de transmettre, soit de surprendre, soit de pouvoir émouvoir aussi sur les questions de l'environnement, de la biodiversité, et cetera. Et autant dans l'enseignement que dans le design graphique, que dans le design numérique, en fait, toutes nos compétences, on les lie, on les mélange, et en fait, on fait des projets concrets et réels. Et tout ça, on a pu le faire parce que, du coup, Geoffrey est designer, il fait, voilà, du graphisme, travaille dans le numérique également, et il enseigne. Et moi, je suis enseignante et j'enseigne le graphisme Et tu et travailles dans le également et numérique je et tu fais travaille du dans le graphisme. voilà. Notre approche du design, elle s'est formée surtout, ben, au sein de nos études et de notre parcours, parce qu'on a étudié tous les 2 le design et ensuite on a travaillé là-dedans en tant qu'enseignante, en tant que graphiste et designer. Et quand on est designer et quand on apprend à faire du design, on apprend beaucoup à regarder autour de nous parce que finalement, ce sur quoi on va devoir travailler, ce sont des objets du quotidien, des modes de vie, des modes d'être au monde. Et du coup, notre environnement, c'est quelque chose sur lequel on pose beaucoup notre regard et auquel on pose beaucoup de questions. Et ce point-là est crucial finalement parce qu'on se rend compte qu'on construit une relation à notre environnement et c'est cette relation-là qu'on aimerait du coup, transmettre, et qu'on aimerait étoffer au sein de la BOMG. C'est qu'on aimerait permettre au public de, reconstruire une relation avec leur environnement en leur permettant de regarder, d'être attentifs et de questionner, ce qui les entoure. Et justement, cet environnement, comme le dit Margot, c'est quelque chose qu'il y a autour de nous. Donc c'est forcément dans le design, parfois on imagine faire des projets qui sont pour l'autre bout du monde, des projets de luxe qui vont se retrouver dans des grandes boutiques, etc. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on va s'adresser à notre environnement proche, à l'environnement qui est proche des gens. C'est quoi leur premier contact avec des éléments naturels, avec un bout de forêt, un bout de square, un bout de jardin, un Mmh. bout de, voilà, de matière réelle, un bout d'image aussi, du son. Et c'est pour ça que nous, on essaye aussi de conserver la place du numérique, parce qu'aujourd'hui, il y a des questionnements entre le numérique et l'environnement, comme s'il y avait un clivage. Le numérique, on essaie de l'utiliser à bon escient pour pouvoir sensibiliser, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, pouvoir mieux comprendre les choses aussi, pour tous les publics d'ailleurs, que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes, peu importe. Et le numérique, justement, il va nous aider à accompagner et à lire cet environnement autrement que juste par nos yeux et par notre instinct premier, mais peut-être plus par des sensibilités qui soient auditives, euh, visuelles et animées par exemple, etc. Et aussi interactives. Et c'est ça qui nous plaît aussi beaucoup, c'est de pouvoir interagir avec notre environnement d'un point de vue direct, mais aussi parfois indirect, pour mieux comprendre, mieux saisir, et puis aussi, là aussi, être surpris par toutes les choses que le numérique peut offrir. Parce qu'en fait, ça va bien au-delà de la question du low-tech quand on parle du numérique et de l'environnement. C'est que le numérique n'est pas qu'un moyen. En général, on pose cette question-là qui est sur uniquement la consommation du CO2 et du coup, quel est l'impact environnemental qu'on va avoir quand on utilise du coup l'outil numérique. Ce qui est intéressant dans l'outil numérique, c'est déjà de ne pas, comme le disait Geoffrey, le dissocier du paysage dans lequel on regarde. C'est-à-dire que le numérique fait bien partie de notre paysage. Là, on se rend compte qu'il y a des écrans autour de nous, qu'il y a des signaux du coup qui sont numériques et électroniques et qui font complètement partie de notre environnement et de notre milieu. Et c'est ce qu'on aimerait questionner un petit peu plus, c'est voir quelles sont les relations
qu'entretiennent le numérique avec ces environnements, et surtout qu'est-ce qu'ils permettent. C'est-à-dire que ce qu'on a dans nos mains quand on a notre téléphone ou quand on regarde un écran, c'est qu'on peut être connecté avec un environnement qui est à l'autre bout de la planète. C'est qu'on peut avoir accès à quelque chose de microscopique. C'est qu'on peut aller visionner des éléments photographiques d'espèces ou autres auxquels on n'a pas accès. Et en fait, c'est ces éléments-là qu'on aimerait questionner, c'est de voir finalement quelle compréhension on a du monde et quelle relation on tisse avec notre milieu grâce à cet outil-là, qui est souvent, comme le disait Geoffrey, décrié et mis de côté, alors qu'en fait, il participe complètement à la compréhension de notre environnement. Alors en fait, on a de nombreux projets très différents, que ce soit des ouvrages, des objets, des livres, des sites internet, etc. Mais on va vous en citer quelques-uns. On a par exemple Biophonie. Biophonie, c'est un projet qu'on développe en ce moment. L'objet est assez simple, c'est de pouvoir écouter l'environnement, l'écouter avec les oreilles, et donc de pouvoir enregistrer avec son smartphone un espace, que ce soit par exemple une forêt, et d'enregistrer par exemple 1 minute d'un endroit dans une forêt à un instant T. Et donc cet enregistrement, on entend des oiseaux, on entend le souffle du vent, on entend peut-être des animaux, etc. Il vient se positionner sur une carte, et tous les enregistrements viennent se poser sur la même carte, la même grande carte. Ce qui est intéressant, c'est que une année après, on peut refaire le même enregistrement au même endroit, ou un mois après, ou 3 semaines après, et on va pouvoir comparer ces sons. Et donc ça, c'est Bernie Krause qui a inventé justement ce concept de bioacoustique, de biophonie, pour pouvoir comparer des sons et voir si la nature, comme on l'appelle, elle s'appauvrit. Donc tout à coup, on entend moins d'oiseaux, on entend juste un seul oiseau, ou alors tout à coup, on entend beaucoup plus de vent, parce qu'en fait, le vent circule peut-être beaucoup plus fortement dans la forêt, et en fait, ça veut dire qu'il y a peut-être moins d'arbres, moins de buissons, etc. Et donc cette cartographie, on est sur biophonie.fr, le site n'est pas encore ouvert, mais on y travaille. Et donc d'avoir cette cartographie sur laquelle on peut naviguer d'époque en époque et de lieu en lieu pour écouter, on va dire, les changements de notre environnement. Et la volonté première de faire cette application, c'était notamment pour venir documenter et garder trace, et non pas uniquement de constater. On se rendait compte que pour se concentrer, pour travailler, on cherchait beaucoup de sons d'environnement dits naturels, et ceux qui étaient répertoriés sur Internet étaient des environnements qui étaient peut-être très lointains, donc c'était les rainforests en Australie, ou des sons de jungle. Et en fait, je me rendais compte que moi, ce que je cherchais à écouter, c'était un son de forêt de là où j'ai grandi, donc juste à côté de chez moi, avec ces espèces d'oiseaux-là. Et je me rendais compte que ce qui serait intéressant, c'est de venir enregistrer un espace, que ça soit le matin, que ce soit le soir, parce qu'il n'y a pas les mêmes espèces qui chantent, par exemple, et de venir comparer, de venir écouter du coup qu'est-ce que d'autres personnes vont entendre dans leur pays, que ce soit le matin et que ce soit le soir. On se réveille avec quels oiseaux, on s'endort avec quels oiseaux. Une autre façon de découvrir l'environnement, on a un autre projet à présenter qui s'appelle Genius Loci. C'est un projet là aussi pour écouter son environnement, mais pas au sens auditif, mais plutôt au sens cognitif sur les espèces, la géologie, etc. Donc je ne sais pas si Margot, tu veux en parler. Oui. Alors, l'envie de faire ce plugin, donc c'est un plugin qui pourrait être une application, donc c'est en cours de développement. Qui se met sur les navigateurs Firefox, Chrome et les autres navigateurs. C'est de venir naviguer sur le web autrement. Donc on se rend compte que nos sites internet que l'on parcourt en fait sont hébergés sur des data centers qui se retrouvent complètement ailleurs sur la planète. Et la question qu'on se posait, c'était quand je navigue sur un site, finalement ce site il se trouve où? Mais il se trouve où géographiquement et géologiquement parlant, il est enterré où? Et ce site-là, en fait, côtoie quelle espèce il fait, côtoie du coup quel sol, côtoie Quelle météo il fait voilà, sur ce quelle terrain. météo il fait sur ce pays-là. Donc ça partait plus d'une réflexion et d'une forme de blague, de se dire, bon ben, c'est quoi la météo de mon site internet, là-bas où il se trouve, dans son data center à Roubaix par exemple. Et en fait, on a voulu pousser cette réflexion-là. Alors là, ce qu'on essaie de récupérer, c'est d'essayer de savoir exactement où est-ce qu'il se trouve. On arrive à récupérer du coup où se trouvent les nœuds de certains data centers, mais on aimerait être plus précis pour après pouvoir récolter des données des espèces les plus courantes à côté, puis récupérer d'autres flux de données sur voilà, le temps qu'il fait, est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit, et en apprendre un petit peu plus, et pour du coup avoir une navigation parallèle, c'est-à-dire que sur le plugin, il y a un petit élément qui arrive en haut à droite, vient s'activer quand on arrive sur un site, et on peut très bien dériver de notre navigation initiale pour aller en apprendre un petit peu plus sur des espèces d'un autre pays, parce qu'on ne s'attendait pas à arriver là-bas. Et ça pourrait fonctionner pour du VPN aussi, c'est-à-dire que quand on choisit un VPN dans un autre pays, bah en fait connaître c'est quoi la météo là-bas, c'est quoi les espèces les plus courantes, et avoir une autre forme de navigation sur internet, qui ne soit pas que de lien en lien, mais qui soit aussi du coup voilà, sous forme d'apprentissage.
Et c'est une façon de rappeler que le numérique, il n'est pas virtuel, il est bien réel, il est Mm. bien concret, il s'ancre vraiment dans des territoires, et donc de mieux connaître ces territoires. Et dans le plugin, donc on a les espèces animales, végétales, la géologie, la météo, la force du vent, etc. Donc on a un ensemble de paramètres qui nous permet de mieux imaginer là où on est en train de naviguer depuis chez soi. On a fait un projet récemment qui s'appelle Ours versus Inuit. C'est un projet assez, c'est un jeu, hein, donc c'est un projet assez amusant qu'on a développé pendant le Covid. Il y a eu pas mal de jeux qui étaient en ligne, mais on s'est dit qu'on voulait faire un jeu aussi papier. Et donc on a créé comme ça un jeu en se basant sur la culture inuit, qui est une culture qui nous passionne, qui nous interpelle, qui est une culture avec beaucoup de traditions, qui est une culture très ancienne, graphiquement, qui est passionnante. Mm. Et donc on a créé, et vous pouvez le retrouver sur labo.mg, sur notre site internet, ce jeu ours versus inuit, qui consiste aux ours et aux inuits à traverser la banquise, et la banquise fond au fur et à mesure, et donc il faut trouver un chemin pour aller conquérir le terrain de l'autre. Donc c'est un jeu voilà, pour les enfants avec les parents, etc. Donc voilà, on essaie d'adresser ces questions sur l'environnement aussi au travers de différents publics. Et on travaille aussi là sur un dernier projet avec des étudiants. Là, en l'occurrence, c'était un projet qu'on a fait il y a 1 an et demi, je crois, sur la typographie. Et mais pas n'importe quelle typographie, la typographie biologique, on va dire. Et on s'est basé comme ça sur des levures. Donc, je ne sais pas si tu veux en parler. Donc là, c'est aussi pour montrer un peu la diversité de ce qu'on peut proposer et pourquoi on s'appelle un laboratoire. C'est également parce que en enseignant le graphisme, j'ai voulu aller plus loin que de travailler uniquement sur un écran et d'apprendre du coup le maniement du geste typographique avec la plume, le calame, tout ça. Et de voir si on pouvait adopter les gestes du coup du scientifique qui va pratiquer de l'ensemencement euh, dans un laboratoire en essayant de respirer le moins possible pour ne pas contaminer du coup ce qu'il est en train de faire. Donc on a travaillé du coup sur des géloses. On a inséminé de la levure, donc c'est la souche Saccharomyces souche B, il me semble. Et donc ce sont des petites levures, quand on va les positionner, et après elles vont venir se coloniser. Donc il va falloir positionner un liquide qui est transparent et le faire chauffer pendant quelques jours. Et une fois que les levures elles sont complètement à l'aise, elles vont venir du coup coloniser, faire des taches, grandir et donc faire apparaître le dessin sur cette gélose. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer à faire un tracé et après être complètement dans pas une forme d'aléatoire, mais en tout cas on ne sait pas qu'est-ce qui va ressortir du dessin qu'on a fait, si du coup ça aura bien pris, si dans la gélose qu'on a proposée il y a suffisamment de sucre pour que ces levures, qui sont des organismes vivants, vont pouvoir se nourrir, comment elles vont coloniser, et si on n'a pas respiré du coup sur l'élément qu'on était en train de proposer, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres formes de bactéries ou autres qui vont commencer à du coup envahir cet espace-là. Donc c'était pour venir travailler et la typographie, également l'aléa, re-questionner le geste et travailler avec de la matière vivante pour voir qu'est-ce que ça peut proposer en termes de texture, en termes de couleur. Donc on a fait ça avec une classe voilà, d'étudiants. Et ce qui nous plaît aussi beaucoup dans le graphisme et dans le design, avec la OMG, c'est de pouvoir imaginer que on n'est pas que dans de la forme pure, vectorielle, numérique, maîtrisée, on est aussi sur de la forme vivante. Et la forme vivante, c'est ça qui est important, c'est que elle nous échappe, elle fait sa vie, comme on dit, voilà, elle évolue. Et en fait, ça crée comme ça des accidents, ça crée des surprises, ça crée un lâcher-prise. Et je pense que pour moi, ce lâcher-prise, il est un peu à l'image de la relation qu'on souhaite avoir avec notre environnement, c'est-à-dire de ne pas le maîtriser parfaitement, de lui indiquer un chemin, et cet environnement ensuite il va évoluer, il va muter, se transformer, etc. Et il va nous renvoyer quelque chose à son tour sur la forme qu'il aura prise. Et à nous de se laisser surprendre par ces Exactement, formes de création-là qui ont un temps de vie et qui peuvent aussi complètement disparaître ou ne pas fonctionner. exactement. Et ce qui nous intéresse aussi, du coup, là on a pu s'en rendre compte dans ce type de travaux-là, en travaillant avec des étudiants, c'est notamment de faire des ateliers. Donc moi j'enseignais à temps plein, je enseigne de temps en temps. Et ce qu'on aimerait faire du coup au sein de la BOMG, c'est donc au travers de tous les projets qu'on fait, que ce soit des applis, des ouvrages ou autres, c'est également de proposer des ateliers qui seraient des ateliers d'apprentissage de notre environnement, d'apprentissage de la nature, mais non pas sous un angle biologique, parce qu'il y a des gens qui font ça déjà de manière très professionnelle, Scientifique, ouais. voilà, scientifique, mais du coup en parallèle de ça, de plutôt monter des ateliers sensibles et esthétiques pour appréhender un espace, un environnement de manière sensible. Donc que ce soit par le regard, en apprenant à le regarder parce qu'on va le dessiner, parce qu'on va le prendre en photo, en apprenant à l'écouter parce qu'on va l'enregistrer, on apprendra à le toucher parce qu'on va venir récolter certains matériaux, peut-être parce qu'on va venir fabriquer je ne sais quoi, peut-être des instruments de musique, et monter du coup des ateliers d'approche sensible pour recréer du coup une relation à un environnement, parce que
c'est déjà en passant, c'est en travaillant cette relation esthétique que on arrive vers une première éthique environnementale et c'est ce qui nous semble important du coup au sein de la BOMG.